présenter le cas qu'on a retenu. Merci. Donc, on part d'un cas clinique réel. Travaillant dans un centre anticancéreux, j'ai proposé à nos collègues le cas suivant. On a Madame Truffade. J'ai pas dit qu'elle était de Clermont-Ferrand forcément. 55 ans, qui a bénéficié il y a 2 semaines d'une célioscopie diagnostique qui met en évidence un cancer ovarien. Et lors de ce geste, il y a eu 3,4 litres d'acide qui ont été retirés. Et alors que là, on attend la réunion multidisciplinaire, comme c'est la règle dans ces prises en charge de cancers un petit peu complexes, elle se présente dans l'établissement, elle revient avec un syndrome abdominal aigu dans un contexte donc de cancer ovarien. À l'arrivée, elle est dyspnéique, plutôt tachycarde, et avec une pression artérielle à 95-55 mm de mercure. Et devant le tableau opératoire, le chirurgien il vous dit « Ok, je pense qu'il y a une indication, j'appelle le bloc et on va aller au bloc pour voir un petit peu ce qui se passe. » Alors, les questions qu'on peut poser, c'est devant ce tableau, avant de vous précipiter, la précipitation c'est jamais un bon ami, vous voulez répondre à un certain nombre de questions. Et en particulier, c'est de savoir si est-ce qu'il y a toujours de l'acide, est-ce qui pourrait modifier bien sûr notre stratégie anesthésique, est-ce qu'il y a des épanchements pleuraux, ce qui est fréquent dans un contexte de cancer ovarien. Quel type d'induction je vais faire? Est-ce que je fais une séquence rapide? Quel est son estomac? Est-ce qu'il y a des critères d'intubation difficiles? Et puis on voit qu'il y a une instabilité hémodynamique, je voudrais en savoir un petit peu plus. Quant à la prise en charge anesthésique. Et enfin, je me dis, tiens, ça pourrait être intéressant, ça fait une deuxième intervention en peu de temps. Ce sont des critères qui peuvent favoriser l'apparition de douleurs persistantes, notamment neuropathiques. Et donc pour ce faire, j'ai appelé des amis et on a 4 intervenants qui ont un challenge à relever, c'est celui du timing. Alors ils le savent, je les ai briefés en amont et mon rôle sera d'avertir quand on arrivera aux 15 minutes. Donc c'est en 15 minutes de dire voilà, pratiquement, moi je prends l'échographe, je vais répondre à la première question en réalisant une échographie abdominale et pleurale et qu'est-ce que ça peut m'apporter. Et ce que je vous propose, c'est qu'on fasse défiler les 4 présentations, donc 4 fois 15 minutes, et on regroupera la discussion à la fin. Donc sans plus tarder, je laisse la place au professeur Clément Dubost qui va nous parler de l'échographie abdominale et pleurale. Merci. Merci Régis. Bonjour à tous. Je suis Clément Dubost, je travaille en réanimation à l'hôpital Bégin, qui est un petit hôpital militaire à côté du bois de Vincennes. J'en dis pas plus parce que j'ai accepté le challenge des 15 minutes et la présentation n'arrive pas. Faut pas le compter, ça. Donc on va parler de FAST. Je pense que tout le monde sait à peu près ce qu'est la FAST. Alors la FAST, c'est Focus Assessment with Sonography for Trauma. Dans les années 90, effectivement, ça faisait très smart d'utiliser l'échographie par d'autres professionnels que les radiologues. Aujourd'hui, vous êtes tous là parce que vous êtes convaincus de l'intérêt de l'échographie. Nous aussi, tout le monde l'utilise. Bien sûr, la sensibilité de la FAST, elle est très bonne, de l'échographie. Elle va nous apporter plus d'informations quand on a un patient qui est hypotendu, qui est choqué, que notre seul examen clinique. Le but de la FAST, ça va être de rechercher un épanchement. Ça va répondre à une question, est-ce qu'il y a un épanchement? Pour ça, on va faire initialement 4 vues, en réalité 5 vues. La première, c'est la coupe xiphoïdienne. La deuxième, c'est hépatorénale. Ensuite, on passe à gauche, splénorénale, le cul-de-sac de Douglas. Et je vous ai dit, maintenant, il y a 5 vues parce qu'on va faire des coupes pulmonaires des 2 côtés. Alors, quel appareil? Eh bien, l'appareil, vous prenez celui que vous avez sous la main. Et on le verra au cours du topo. Parfois, on n'aura pas l'appareil qu'on veut, on va s'adapter. La sonde, idéalement, on va faire de l'abdomen, ça sera une sonde abdo. Si vous êtes un peu pauvre ou que vous n'avez pas pris le temps de passer commande au Père Noël comme moi, vous prenez une sonde cardio, c'est celle qui est la plus polyvalente, surtout que nos échographes ont des presets. Vous voyez, vous prenez abdo-vasque, ça vous permet d'avoir les bons réglages pour voir l'abdomen, ça sera très polyvalent. Le réglage du gain est important, n'hésitez pas, il faut qu'on puisse bien voir et garder en tête qu'il faut optimiser la profondeur par rapport à ce qu'on veut observer.
Là où on a une meilleure résolution, c'est au milieu de l'écran, dans le tiers moyen de l'écran. Donc on place vraiment notre zone d'intérêt à cet endroit. Alors on commence par le péricarde. Donc c'est le seul endroit, je dis à mes internes, là vous tenez la sonde comme un poignard, d'accord? Alors tout le monde n'est pas hyper musclé, mais quand même, on a tous des muscles abdominaux. Si on tient la sonde comme un stylo, comme on apprend en échographie cardiaque, c'est difficile, on n'arrive pas. Et le cœur, il est vraiment juste derrière le sternum. Donc on la tient comme un poignard, on appuie un petit peu, et voilà, ça s'est lancé. Vous avez là, ce qui est le plus proche de la sonde sont les cavités droites. On recherche un épanchement. Vous voyez effectivement ici, on a le péricarde qui est au contact du VD, il n'y a pas d'épanchement. Alors que là, vous voyez effectivement, l'épanchement, il arrive directement, il est sous la sonde et il refoule le VD et l'oreillette droite. Donc là, on a une FAST positive. Encore une autre image. Donc, vous voyez, la sonde est bien placée dans l'axe coronal. Vous avez le foie ici, le rein droit, et donc on observe qu'il n'y a pas d'épanchement ici, pas non plus au niveau de la partie antérieure du foie. Donc, on va dire que la FAST est négative. Au contraire, quand on voit apparaître un épanchement, ça peut être un épanchement de petite abondance qui n'apparaît qu'ici, ou alors un épanchement de plus grande abondance qu'on verra des deux côtés du foie. À ce moment-là, on a une FAST positive sur l'hypochondre droite. On passe ensuite à gauche, on a la rate, le rein, et là on voit effectivement une FAST négative, on n'a pas d'épanchement, c'est aussi ce qu'on appelle l'espace de Kohler. Et là vous voyez effectivement une rate qui est inhomogène et sur laquelle on voit apparaître un épanchement, donc à ce moment-là on conclura à une FAST positive. On descend ensuite dans le cul-de-sac de Douglas et finalement dans la FAST, c'est quasiment l'examen le plus difficile. À cet endroit-là, on va avoir deux incidences. On va le faire en longitudinal et en transversal. Pourquoi c'est difficile? Parce que l'anatomie déjà, elle est différente chez les hommes et les femmes. Chez les femmes, on va voir l'utérus entre la vessie et le rectum, alors que chez les hommes, on n'aura que la vessie et le rectum. Et puis, on va utiliser les deux incidences. Donc, vous voyez, là, vous avez les coupes échographiques chez la femme, où on voit bien effectivement l'utérus. Chez l'homme, on voit la prostate. Alors, c'est là où la différence de sonde, elle est vraiment importante. Si vous êtes un peu pauvre comme moi, que vous n'avez qu'une sonde d'échographie cardiaque, honnêtement, distinguer tout ça, même avec les presets abdos, c'est un peu difficile. C'est là où il y a une vraie supériorité à la sonde abdos. Et en coupe transversale, voilà ce que vous avez, la vessie de chaque côté, l'utérus ou la prostate et le rectum. Donc là, ce sont des images, bien sûr, où il n'y a pas d'épanchement, où on conclurait FAST négative. Je vous ai fait un petit film. Alors, la vidéo, elle n'est pas terrible, mais c'est effectivement pour vous montrer ce qu'on voit, typiquement avec une sonde cardio, avec des presets abdos. Vous voyez, on arrive à distinguer la sonde urinaire qui est ici. C'était une femme, on a l'utérus, et on voit qu'il n'y a pas d'épanchement autour. On n'a pas tellement moyen d'améliorer ces résultats. Là, c'est vraiment d'avoir une sonde abdos qui permet de mieux visualiser. Donc, vous avez la même image ici, une FAST négative. Chez un patient qui a une vessie pleine, on voit qu'il n'y a pas d'épanchement. Là où, à contrario, toujours avec la vessie pleine, on a du liquide libre ici. Donc ça représente une FAST positive. On passe maintenant sur l'échographie pulmonaire. Vous avez eu une très belle présentation par Laurent Zileskevitch ce matin. Je vais aller assez vite. L'échographie pulmonaire, c'est très fonctionnel. Nous, on veut avoir des réponses. On divise en 3 zones. Zone 1 en antérieur, 2 en latéral, 3 en postérieur. L'aspect pleural normal, je vous l'ai remis ici. Vous avez compris, vous avez le glissement pleural. Si on est en mode TM, on a la mer sur le sable. Le pneumothorax, vous voyez, hop, on n'a plus de glissement. C'est très net. Si on fait du TM, on a un code barre. Et le point poumon, il faut quand même avoir de la chance et être très doué, parce que c'est le moment où on arrive vraiment à faire l'échographie sur l'endroit où le poumon est décollé. Donc ce n'est pas tous les jours, mais quand ça arrive, ça fait des belles vidéos. Vous voyez, on peut suivre le poumon et il disparaît. L'épanchement pleural, quand on a de l'eau et qu'on fait de l'échographie, on est content parce que ça améliore le contraste, donc on va pouvoir bien voir. Et effectivement, là, on a un épanchement pleural, on voit bien le poumon.
Ce que je vous propose pour quantifier les épanchements pleuraux, c'est cette méthode qui a été décrite il y a quelques années. Vous mesurez la distance entre la paroi postérieure du poumon et la paroi thoracique. Si c'est entre 3 et 5 cm, pas de bol, vous êtes dans la zone grise. En revanche, si c'est inférieur à 3 cm, avec une très forte probabilité, vous avez un épanchement de moins de 500 ml. Et à contrario, si c'est à plus de 5 cm, vous avez une très forte probabilité pour que votre épanchement fasse plus de 500 ml, donc un épanchement significatif. Alors, quelques petits trucs, si je ne trouve pas l'espace de Morrison. J'ai remarqué, ça fait des années que j'enseigne ça, souvent les gens disent « Ah, mais on ne voit pas bien, j'arrive pas bien à voir », parce qu'ils sont trop en antérieur. Donc là, c'est ce que j'ai demandé à mon interne. Vous voyez, il commence en antérieur, on ne voit pas très bien, et au fur et à mesure, il se décale vers le postérieur. Vous voyez, vous avez sur l'écran là, et je vais montrer, on finit effectivement en étant vraiment... Des fois, il faut quasiment demander au patient de se tourner. Alors, s'il est inconscient, on se fait aider pour pouvoir voir. C'est la même chose de l'autre côté. Alors, vous voyez moins bien la sonde, mais là aussi, pour voir l'espace de Köhler, il ne faut pas hésiter à se décaler bien en postérieur. Un autre piège vraiment classique, c'est de confondre des épanchements sus et sous-diaphragmatiques. Pour ça, il faut vraiment s'attacher à mettre sa sonde dans le plan coronal, repérer avec le point où est le haut, et on fait l'ascenseur à la recherche du diaphragme. Le diaphragme, il est assez fin, mais il est hyper échogène. On arrive à le repérer, et en fonction de où est l'épanchement, on peut comme ça savoir si c'est sus ou sous-diaphragmatique. Ça, c'est un cas clinique. Et à la fin du semestre précédent, il y a une interne qui vient me voir. Il y avait un épanchement pleural énorme, et puis elle me montre cette image. Alors, dès le couloir, j'avais quand même idée que ce n'était probablement pas de l'épanchement pleural. Et en la faisant suivre elle-même, effectivement, on a bien vu que c'était sous-diaphragmatique, et c'était l'estomac du patient qu'elle avait pris pour un épanchement pleural gauche. Les signes de perforation, c'est compliqué. On n'aura vraiment que des signes indirects. On ne va pas réussir à avoir de l'intestin perforé. Le signe indirect qu'on verra, ça sera un épanchement liquidien. Ces signes, ils ne sont pas très sensibles, pas très spécifiques. Et attention, en post-opératoire, bien sûr, c'est normal d'avoir un peu d'épanchement en post-opératoire. Et puis, bien sûr, on peut parfois avoir des épanchements liquidiens non sanguins, typiquement une acide, et je vous ai expliqué comment distinguer sus et sous-diaphragmatique, on fait bien l'ascenseur. Alors, et notre patiente, est-ce qu'elle a un épanchement ? On lui aurait bien fait un scanner, mais c'est vraiment pas de chance, le scanner, il est en panne. Le chirurgien, lui, il n'est pas en panne, et puis effectivement, il est très pressé. Il dit « Ah, c'est pas grave, viens, on va au bloc, je lui fais un scanner 3D couleur. » Bon, c'est pas grave, vous êtes aux urgences, et on va l'évaluer avec l'échographe des urgences. Sauf que l'interne est en train de mettre un catécé. Donc là, c'est le moment où vous sortez votre botte secrète, le fameux petit échographe portable qui vient d'arriver avec deux côtés. Vous avez un côté avec la sonde d'écho et de l'autre côté une sonde linéaire. Vous reliez ça avec votre smartphone, là c'est le mien, hop, et on est parti. Coupe péricardique. Bon, pas mal. L'image est un peu particulière parce qu'elle est produite sur un écran de smartphone, donc elle est très verticale. Vous voyez, on arrive à voir qu'il n'y a pas d'épanchement. Donc, coupe péricardique négative. On continue. Loge de Morrison, on voit bien, hein, on voit bien là, on balaye sur les côtés, négative. On passe au colaire, pareil, on le cherche un peu, on se déplace, vous voyez, on voit bien le rein, la rate, négatif. Cul-de-sac de Douglas, là notre FAST est positive, positive au niveau du Douglas. On continue sur les coupes thoraciques, et là je confirme effectivement ce qu'a dit Laurent ce matin, avec ces petits échographes portables, avec la sonde cardio, on n'arrive pas du tout à voir au niveau thoracique. Il faut retourner la sonde et utiliser la partie plane, et vous voyez, on arrive bien à voir le glissement pleural. Donc on n'a pas de pneumothorax, on passe de l'autre côté, on n'a pas non plus de pneumothorax. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Défi relevé, timing parfait. Merci Clément. On enchaîne donc avec Lionel qui va nous parler un petit peu de la partie contenu gastrique notamment. Gestion des voies aériennes. Et gestion des voies aériennes. Lionel. Voilà, donc chez cette patiente, comment on va pouvoir prédire un peu ces différents éléments. Donc les questions qu'on va se poser chez Madame Truffade.
savoir quel est son statut gastrique. Donc la truffade, c'est pas grave, mais on va voir que peut-être qu'elle a quelque chose. Et donc, il y a les questions qu'on se pose, c'est quel est le risque d'intubation difficile chez cette patiente? Son risque d'intubation, est-ce qu'on aura bien fait une intubation trachéale ou œsophagienne ou non bronchique? Et quel accès intercricothyroïdien? Comment je vais pouvoir le réaliser, donc si besoin? Les 3 premiers critères, vous voyez qu'ils sont associés à un danger et à un risque d'inhalation pulmonaire du contenu gastrique, qui reste la principale complication en anesthésie liée à la gestion des voies aériennes supérieures. Et puis également, on a le danger d'hypoxie, donc qui peut aussi s'additionner, le danger également de traumatisme des voies aériennes si on a des difficultés à gérer ces voies aériennes. Donc quel est le contenu gastrique? Pour répondre chez Madame, alors j'ai dû rater une diapo, c'est pas grave. Donc quel est le contenu gastrique? Donc on va faire une échographie entrale. Je vais redécrire rapidement la technique. On va réaliser en réalité une coupe sagittale, donc au niveau du creux épigastrique. On va réaliser donc une coupe sagittale avec une sonde abdominale de 5 MHz, donc tout à fait classique. Et on va pouvoir voir au niveau de cette coupe sagittale, effectivement, une coupe avec donc le lobe gauche du foie ici, éventuellement l'aorte et l'artère mésentérique supérieure qu'on voit pas constamment, mais en tout cas l'aorte on la voit, ou la veine cave inférieure, le pancréas que l'on voit régulièrement, et puis l'estomac, donc qui apparaît sous la forme d'une structure plus ou moins aplatie, plus ou moins arrondie, et surtout qui a une caractéristique particulière, c'est qu'elle a une paroi qui est musculaire, avec donc une bordure qui est anéchogène. Ça c'est un point important pour reconnaître l'estomac. Alors chez notre patiente, chez Madame Truffade, on retrouve cette image-là. Donc on a effectivement le foie ici et l'antre, donc qui apparaît sous la forme d'une structure qui est dilatée, avec plutôt donc, un contenu échogène. Alors on aurait pu avoir plein d'images différentes, on aurait pu avoir ce type d'image-là par exemple, vous voyez qu'on retrouve l'antre, toujours notre paroi qui est musculaire, qui est bien identifiée, mais qui a une forme aplatie avec un contenu qui semble inexistant. Ici, on retrouve notre structure avec donc toujours nos parois bien identifiées et un contenu liquide anéchogène. Ici, on retrouve notre image, voilà, donc toujours notre antre avec un contenu liquide anéchogène. Ici, un contenu solide, donc qu'on retrouve, donc le foie, notre structure dilatée, notre paroi qu'on identifie bien, et puis notre contenu échogène. Autre type d'image que l'on peut également voir. Autre type d'image également qui mélange du liquide et du solide. Et parfois, on a également ce genre d'image qui ne nous aide pas beaucoup, en réalité qu'on interprète souvent comme un contenu présent, c'est-à-dire qu'en fait, il y a du contenu solide et puis une grosse présence d'air qui est stockée au niveau de l'antre. Donc comment on va analyser tout ça finalement? Comment en 2024 on interprète l'échographie gastrique? On a beaucoup simplifié les choses et je vous propose l'algorithme suivant. Donc finalement, lorsque vous faites une échographie gastrique, eh bien la première chose, il faut la réaliser chez une patiente ou un patient qui est en position demi-assise, position classique dans son lit d'hôpital. Et on peut dire aujourd'hui que si j'ai un contenu qui est visible dans cette position, je peux raisonnablement conclure qu'il y a un contenu qui est présent dans l'estomac. À l'inverse, si je ne vois rien, donc notre image d'antre vide, eh bien je peux conclure raisonnablement qu'il n'y a pas de contenu très important, en tout cas présent dans l'estomac. Souvent, surtout lorsqu'on débute, on a le doute, on ne sait pas trop différencier. Alors, on sait bien différencier, identifier un contenu visible, on a du mal parfois à distinguer vide et doute. Et dans ce cas, c'est là qu'on va pouvoir, si c'est possible, installer la patiente en décubitus latéral droit. C'est pas possible dans 25% des cas dans la pratique clinique parce que c'est des patients traumatisés, par exemple. Et si je peux installer mon patient en décubitus latéral droit, je réalise le même examen en décubitus latéral droit. Et si mon antre apparaît vraiment vide, alors que j'avais un vague doute en dorsal, eh bien, je peux conclure raisonnablement qu'il n'y a pas de contenu gastrique important. Au contraire, si j'ai un contenu liquide, si j'ai un doute, il paraît un peu dilaté, là il devient intéressant de réaliser une mesure de la surface centrale en décubitus latéral droit pour calculer le volume à l'aide de modèles mathématiques que je ne vais pas présenter ici pour être succinct, mais qu'on pourra voir en atelier cet après-midi. Et donc on pourra ainsi trancher entre un volume supérieur ou inférieur à un seuil définissant un estomac avec un contenu qui est significatif ou au contraire un contenu qui est plutôt faible. Si mon installation en décubitus latéral droit n'est pas possible et que j'ai un gros doute, il peut être intéressant de mesurer la surface centrale en décubitus dorsal avec position demi-assise et de voir si elle est supérieure ou inférieure à 340 mm² pour discriminer une situation vide ou une situation où on aura plus de mal à conclure. Mais en tout cas, on sait que si c'est inférieur à 340 mm², on a une valeur prédictive négative à 94%, c'est-à-dire qu'en gros, on sait que dans 94% des cas, l'estomac sera vide. Voilà.
Donc cet algorithme est donc finalement assez simple et doit vous permettre chez cette patiente de se dire, voilà, j'ai en décubitus dorsal, position demi-assise, un estomac, un antre très dilaté avec un contenu échogène. Je vais donc être très vigilant et réaliser sans doute une induction en séquence rapide chez cette patiente. Prédire les conditions d'intubation, c'est un point important. Là, j'ai remis les recommandations, enfin les conclusions du rapport NAP de NAP 4 de 2011. Il faut vraiment réaliser cette évaluation. Et cette évaluation des conditions d'intubation, on la réalise souvent par des tests cliniques, parce que l'intubation difficile, ça résulte de l'interaction dynamique entre deux paramètres, effectivement des paramètres fonctionnels et anatomiques, qui vont conduire donc à une intubation difficile. Donc il y a plein de scores qui existent et cliniquement, on sait que c'est l'association de scores qui sera intéressante, notamment le score de mal-empathie et la distance thyromentale, à montrer donc comme étant la plus prédictive d'intubation difficile, mais elle n'est pas parfaite. Est-ce que l'échographie peut nous aider dans ce cas-là? Il y a alors là beaucoup d'évaluations qui ont été réalisées, toujours sur le même principe d'évaluer cette interaction dynamique entre paramètres fonctionnels et paramètres anatomiques, donc épaisseur de la langue, profondeur, donc épaisseur de l'espace préglottique. On peut également avoir mobilité de l'articulation temporomandibulaire, capacité d'évaluation de la mobilité également de l'articulation atlanto-axoïdienne, etc. Donc on a eu beaucoup de paramètres qui ont été réalisés. Parmi ceux-ci, je vais en présenter un seul qui est relativement simple, mais qui reste encore à évaluer, même si dans la littérature, le ratio entre la distance iomentale mesurée en extension forcée et en position neutre semble être un paramètre intéressant, y compris pour prédire la ventilation au masque difficile. Et vous voyez que cette mesure est très simple. Je réalise une coupe échographique donc, avec une sonde abdominale posée donc, sous le menton, et on va pouvoir visualiser d'un côté l'osioïde, de l'autre côté donc effectivement la mandibule, enfin en tout cas le menton en fait, et pouvoir mesurer donc effectivement cette distance iomentale. Et il semble que la distance iomentale inférieure à 4 cm serait associée à des conditions de laryngoscopie difficile. Donc chez notre patiente, on va retrouver notre mal-empathie pas très bon, donc plutôt à 4. Notre distance thyromentale à 6,2, donc c'est pas très positif. Une distance iomentale à 3,95 cm. Donc tout ça nous encouragera sans doute dans notre algorithme de dire, voilà, j'ai une séquence rapide et je vais peut-être prendre d'emblée un vidéolaryngoscope pour pouvoir gérer cette intubation difficile. Si vraiment j'arrive pas à l'intuber, ce serait peut-être intéressant d'évaluer, de se dire mais est-ce que je pourrais au moins identifier la membrane intercricothyroïdienne si je devais partir dans une situation très compliquée. Et là, l'échographie va également nous aider parce que l'identification de la membrane intercricothyroïdienne pour réaliser une cricothyroïdotomie en urgence, c'est un élément, un paramètre essentiel pour réussir le geste, éviter des lésions traumatiques et obtenir un succès à la technique, au-delà de l'entraînement qu'on doit faire également. Et on sait également que l'évaluation par palpation est souvent difficile, surtout chez Madame Truffade, qui est peut-être un petit peu obèse, avec un nom pareil, je ne sais pas. En tout cas, c'est un facteur prédictif de repérage difficile. Deux techniques échographiques, la méthode dite TACA, qui en fait, que je vais décliner, qui consiste à positionner donc la sonde donc linéaire au niveau du cartilage thyroïde, donc on l'aura préalablement identifié, c'est la première difficulté. Alors on voit effectivement le cartilage thyroïde, on voit ici la commissure, les cordes vocales, cartilage érythénoïde qu'on peut définir ici. Et puis on va glisser la sonde donc caudalement et tomber donc sur une zone de densité là. Le nom reste à me revenir. On retrouve donc effectivement la membrane intercricothyroïdienne qui correspond à l'interface air muqueuse ici, donc une zone hyper dense, une ligne dense. Et puis si je continue donc de descendre ma sonde, je vais arriver sur une espèce de structure en fer à cheval en fait, qui correspond au cartilage cricoïde. Donc là je suis trop bas, je remonte et je retrouve donc ma ligne hyperéchogène, donc correspondant avec ici donc la membrane intercricothyroïdienne dans lequel je pourrais réaliser donc ma cricothyroïdotomie si j'en avais besoin. L'autre technique consiste à faire un repérage longitudinal. L'avantage de cette technique, c'est qu'on va commencer l'examen au niveau du creux susclaviculaire. Et là, le creux susternal, pas susclaviculaire. Le creux susternal. Et le creux susternal, l'avantage, c'est qu'on l'identifie toujours, même chez les patientes obèses.
Et donc, on va pouvoir identifier comme ceci. Donc, au niveau du creux sternal, la trachée avec nos échos de répétition, l'œsophage qui est généralement positionné à gauche, la carotide. Et ensuite, donc là, c'est une coupe transversale. Puis, je glisse sur une coupe sagittale au niveau de ma trachée et je retrouve donc mes anneaux trachéaux, donc qu'on devine ici, et qui se termine par un espèce de gros anneau. Donc, en fait, c'est des images construites en dessous, hein, mais on a un gros anneau ici qu'on retrouve qui correspond au cartilage cricoïde. Et puis après, on a le chapelet de nos anneaux trachéaux, avec l'interface air muqueuse et puis les échos de réverbération. Et on a ensuite, donc si je glisse ma sonde, j'abandonne mon cartilage cricoïde, je retrouve donc ma ligne hyper dense, là, hyper échogène, mon cartilage, ma membrane intercricothyroïdienne en vue sagittale et mon cartilage thyroïde au-dessus. Donc je sais que je pourrais réaliser éventuellement, si j'en ai besoin, ma ponction. Donc cette identification de la membrane intercricothyroïdienne n'est sans doute pas très rassurante pour les patients, mais elle est en tout cas recommandée par l'OAE pour, donc, en tout cas en situation obstétricale, pour réaliser donc, le repérage avant toute césarienne. Parenthèse. Alors vous voyez que l'identification, eh bien, cette méta-analyse montre des résultats très en faveur de l'échographie par rapport à simplement une évaluation clinique par la palpation. Donc en pratique, si j'ai un patient maigre et qu'il n'y a pas d'anomalie anatomique du cou, je pourrais sans doute faire identification visuelle et palpation si doute. Si j'ai un patient qui est obèse, une femme enceinte, œdème, anomalie anatomique cervicale, là l'échographie sera intéressante, préopératoire, pour me dire chez cette patiente, si j'arrive pas à l'intuber, je pourrais peut-être identifier rapidement la membrane intercricothyroïdienne. Enfin, quatrième question, donc positionnement de la sonde d'intubation. Je vais intuber ma patiente sous vidéolaryngoscopie. Et est-ce que j'intube comme il faut? Parce que l'enjeu, alors on sait qu'on peut identifier soit par la capno, mais bon, je vous rappelle qu'elle a un estomac qui est très plein, donc si je fais une intubation œsophagienne et je commence à insuffler, je me rends compte que ça ne marche pas, je vais peut-être favoriser la survenue de reflux et pour le coup d'une inhalation qui va compliquer gravement ma situation. Et puis l'autre paramètre essentiel, c'est de voir à l'œil, la visualisation donc de la sonde entre les cordes vocales est également un paramètre qui permet de définir donc l'intubation trachéale, mais ce n'est pas toujours possible si les conditions sont difficiles. Donc deux questions, est-ce que mon intubation est bien trachéale et pas œsophagienne avec un risque d'inhalation? Est-ce qu'elle est bien trachéale et pas bronchique? Est-ce que je ne vais pas faire une intubation sélective? Moi, je me propose sur des éléments très simples. Visualisation directe du passage de la sonde. En fait, c'est un examen dynamique. Je vais vous montrer un film ensuite. Donc, lorsque ma sonde donc, je positionne ma sonde donc, au niveau du creux sternal, ma sonde donc, linéaire, haute fréquence. Je identifie donc la trachée avec les échos de répétition. Et lorsque la sonde passe, eh bien, je vais avoir apparition, effectivement, des queues de comète. Donc, qui vont se mettre et qui vont effacer, qui vont supprimer ces échos de répétition, donc ces queues de comète. Et puis, en cas d'intubation œsophagienne, eh bien, au contraire, je vais voir que l'œsophage, là, va apparaître effectivement des queues de comète au niveau de l'œsophage. Donc, c'est un examen qui est très simple, qui est très sensible, très spécifique et qui ne nécessite pas un apprentissage très important et qui permet surtout qu'à l'avantage de pouvoir corriger le tir avant même donc, de débuter la ventilation et de ne pas injecter d'air à cette patiente dans l'œsophage si j'étais bien œsophagien. L'autre question qu'on va se poser, c'est de savoir si mon intubation est bien trachéale et si elle n'est pas bronchique. Donc là, il est intéressant de réaliser donc, un test de gonflage du ballonnet. Et on va observer si l'intubation, si le ballonnet est bien en position trachéale, eh bien on va observer donc une variation du diamètre donc de la trachée à la ventilation, à l'insufflation du ballonnet, alors que en l'absence de modification du diamètre trachéal, il y a deux options. Soit ma sonde est œsophagienne, mais on l'a déjà identifié au préalable, donc normalement c'est pas le cas. Donc ça veut dire que le ballonnet plutôt est en position en aval de la carène, en position bronchique. Donc, premier film, donc chez cette patiente, l'écho trachéal, pendant l'intubation, elle va montrer ceci. Alors, on ne voit pas très bien, je ne sais pas si on peut baisser la lumière, mais ce n'est pas grave. Elle va montrer ceci, vous voyez. Donc, on a notre trachée, et là, on voit apparaître la sonde qui se met en position, vous êtes tous d'accord, œsophagienne. Je ne sais pas si on peut refaire le film. Non, on ne peut pas. Si, on peut. Je remets donc ici, parce que c'était un peu rapide. Donc, la trachée, on a ici l'œsophage. Et donc, lorsque je mets... Ah ben non, ça ne va pas. Hop, j'ai compris, il faut que je fasse deux fois. Bon. On va pas y arriver, c'est pas grave. Voilà. Hop, je remets le film. Donc la trachée et l'œsophage, et on voit que la sonde va se localiser directement dans l'œsophage. Donc là, on dit tout de suite à l'infirmière anesthésiste ou à l'interne, hop, tu te retires et tu te repositionnes. Tu n'es pas en bonne position, tu ne vas pas insuffler d'air dans l'estomac, et donc tu ne vas pas générer potentiellement une inhalation du contenu gastrique.
Donc là, elle retente, l'infirmière ou l'interne retente, et on va cette fois avoir, vous voyez, nos échos de répétition qui s'effacent et apparition donc d'artefacts en queue de comète au niveau de la trachée, donc qui témoignent d'une position. Donc la sonde, on sait là maintenant qu'elle est en bonne position trachéale. C'est un point important. Une fois que mon intubation est réalisée, j'observe ce qui se passe. Donc là, j'ai ici ma trachée. Et je vais donc gonfler le ballonnet pour voir si le diamètre trachéal se modifie. Donc je vous laisse observer. Ah ben ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas pourtant? Je ne sais pas. Ah si, voilà. Vous voyez donc le diamètre trachéal qui se modifie. Donc hop, il bouge un tout petit peu. Donc lorsque je gonfle mon ballonnet, et là je suis certain que non seulement je suis trachéal, mais je ne suis pas bronchique. Donc je suis non sélectif. Donc, en conclusion, avec l'échographie, je vais pouvoir déterminer le contenu gastrique et chez cette dame me dire oulala, elle a un contenu qui est très important, donc vigilance et donc séquence rapide bien calibrée. Prédiction d'une intubation difficile. Donc là, on a plusieurs critères qui sont en cours, mais en tout cas, elle les accumule. Et ce qui est important, donc, c'est d'avoir des scores combinés qui intègrent des données anatomiques et fonctionnelles. Repérer la membrane intercricothyroïdienne, si jamais ça se passe mal, j'aurai une solution de repli. En tout cas, j'aurai au moins identifié correctement l'espace dans lequel devrait faire ma cricothyroïdotomie. Et enfin, confirmer le bon positionnement de la sonde d'intubation avec une performance de l'échographie qui est supérieure à celle de l'auscultation qu'on utilise quotidiennement au bloc opératoire. Et pourtant, on a des performances plutôt proches de supérieures à 90%, alors que l'auscultation, on est plutôt à 75% de sensibilité et de spécificité. Je vous remercie. Merci beaucoup Lionel, excellent. Tu as respecté le timing, ton défi est relevé. On va enchaîner donc avec la partie